saisi cette occasion quand nous a été proposé l'idée, le projet de rencontre avec l'écrivain. Donc nous l'avons appuyé de suite. Именно поэтому, когда нам было предложено организовать эту встречу, мы, естественно, ее сразу же поддержали. Et nous remercions pour ce projet l'association France-Урал, qui a été l'origine de ce projet. Именно поэтому я пользуюсь случаем для того, чтобы еще раз поблагодарить ассоциацию France-Урал, которая предложила нам этот проект. Comme vous pouvez le constater, on ne s'est pas trompé. Vous voyez, donc l'attention publique est énorme. Donc les rencontres avec Эдуард Лимонов attirent toujours grand public. Как вы видите, мы не ошиблись. Действительно, встреча привела большой интерес, потому что встреча с этим замечательным писателем, она, конечно, не может пройти неинтересно. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion d'évoquer pas mal de questions d'actualité. И я кажется, что сегодня у нас состоится действительно очень интересный разговор, но обсудим разные интересные темы. Je vous présente écrivain, poète, publiciste, homme politique, Édouard Limonov. Mesdames et messieurs, merci pour arriver ici, pour regarder ma gueule. Merci. Merci à vous donc d'être là. Je suis Dimitri Kochko, président de l'association France-Oural, organisatrice des journées du livre russe et des littératures russophones et du prix Russophonie, donc qui a eu lieu en février dernier. Édouard Veniaminovitch Limonov devait être notre invité. Malheureusement, il n'a pas pu pour des raisons de santé. Mais comme vous voyez, on rattrape le coup en organisant cette réunion, cette rencontre à l'occasion de sa visite à Paris. Donc merci à lui d'avoir accepté cette rencontre, d'avoir pu tous vous voir ses fans, ses lecteurs, et puis tous ceux qui veulent le rencontrer. Je voulais vous dire que les journées du livre russe et des littératures russophones qui se tiennent donc à la mairie du 5e arrondissement, avec notamment le soutien du Centre culturel russe et des sciences à Paris, qui nous a beaucoup soutenus cette année, et on va recommencer sans doute l'année prochaine. On est encore en attente de confirmation des dates, mais a priori ça sera à la fin février 2020. Donc prenez note de la date. Voilà, je pense que nous allons pouvoir développer la discussion. Comme vous le savez, Édouard Limonov était invité parce qu'évidemment c'est un grand écrivain et c'est un personnage qui est quand même hors du commun, mais c'est en plus de cela, l'auteur d'un livre qui vient de paraître en traduction. Or, comme vous le savez, les journées du livre russe sont consacrées notamment à la présentation des nouveaux ouvrages qui ont été traduits à partir du russe vers le français, symbolisant justement les croisements entre le monde russophone et le monde francophone. Et c'est à ce titre donc du livre Ces démons, qui raconte, mais vous le raconteront très bien, et la traductrice Monique Slidzian, il ne faudrait pas que je voudrais déformer votre nom, donc, et l'auteur lui-même vous parleront notamment de ce livre, et puis le livre des eaux, qui était le roman précédent et qui est à mon avis un roman plus qu'intéressant, où tout le talent de l'auteur se manifeste, et les traductions sont excellentes dans les deux cas à mon avis. Donc voilà, à ce titre-là, donc je voudrais laisser la parole à la traductrice de Ces démons, et qui vous parlera un petit peu et du livre, des difficultés qu'elle a pu avoir dans la traduction, de ce qu'elle pense de l'œuvre d'Édouard Limonov et du personnage, et puis après, c'est Édouard Veniaminovitch lui-même qui va vous parler. Bonsoir à tous. Et je voudrais, avant de parler de Ces démons, que j'ai fréquenté pendant 6 mois avec un grand bonheur, et bien sûr, comme le disait Dimitri Kochko aussi, il y a bien sûr des difficultés, mais qu'on oublie très vite une fois que le livre est sorti. Mais d'abord, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire à quel point la venue d'Édouard Limonov est une fête. Une fête parce que
Nous ne l'attendions pas, c'est une surprise et une heureuse surprise comme il y en a rarement. Et nous avons tellement regretté qu'il ne soit pas avec nous en février, donc aux journées du livre russe, que nous nous réjouissons aujourd'hui de l'avoir avec nous. Alors je voudrais moi remonter, si vous le permettez, pour mettre en lumière ce qu'est ce dernier livre. Donc j'ai eu le plaisir de traduire. Je voudrais remonter à ma rencontre littéraire avec Édouard Limonov dans les années 80. C'est se passé chez Albin Michel. Il ne se souvient pas évidemment. Moi je travaillais à ce moment-là pour l'éditrice de la collection de littérature russe et soviétique. Et il venait de traduire, après les 2 premiers livres étaient sortis, je pense, chez Ramsay, je pense. Et donc après, Albin Michel a pris le relais et sont sortis 3 livres successivement, qui sont, alors pour les dates, c'était l'autoportrait, je crois, qui est sorti d'un bandit en son adolescence. Non, le titre est tout à fait croustillant. Hein. Vous voyez que c'était du grand Limonov, déjà qui arrivait, le journal d'un raté qui est venu très vite après, et le petit salon. Et là, il y a eu une période d'effervescence. Bon, Limonov arrivait comme une sorte de jeune prodige qui fréquentait les milieux interlope, et on prêtait comme toujours dans ces cas-là absolument tous les charmes et tous les vices que la littérature puisse présenter. Et l'éditrice m'avait dit à ce moment-là, et je crois que c'est un hommage que je tiens à lui rendre, vous savez, ils ne savent pas bien lire Limonov. Ils ne le lisent pas bien, et vous verrez, et là ça n'est plus là pour le dire, mais très vite, lorsque Édouard Limonov est reparti en Russie, c'est-à-dire en 1992, je pense, et que peu de temps après est sorti le Grand Hospice occidental, on a vu une sorte de vague contraire qui a failli engloutir, si c'était possible, toute l'œuvre de Limonov en France. Et j'ai eu l'occasion de l'écrire, tout ça, et j'appelle ça Limonov Made in France. C'est-à-dire qu'on a fait, d'une part, il y a eu ce moment excitant, et après, il y a eu à contre-courant cette sorte de descente aux enfers. C'est vous, Français, coupable. En effet, oui. Ho Chi Minh, j'étais chez vous, et moi aussi, j'étais chez vous. Voilà. C'est votre éducation, votre exemple. Et justement, quand le livre, d'ailleurs, quand le Grand Hospice, et là je voudrais dire que Bernard Pivot lui-même, bon, je le cite parce que c'est important, il a dit c'est un ouvrage philosophique pour les skinheads. Dont l'affaire était jugée. Mais aujourd'hui, Alain de Benoît, que j'ai interviewé, il dit que c'était un livre formidable, l'Hospice occidental. Voilà, c'est différent. Et puis vous, il est vieil, comment on dit, raté, à mon avis. Oui. Voilà. Le premier éditeur était Jean-Jacques Pauvert. Oui, bon Dieu, c'est le grand éditeur, Jean-Jacques Pauvert. Il a choisi le livre. Merci à lui, il est déjà décédé, mais quand même. Après cette édition de Ramsay, et un petit souvenir, les premières maisons d'édition, c'était au 27 rue de Fleurus. Oui. Exactement la place où Gertrude Stein invitait tout le monde, où le John Hemingway était là. Et j'étais complètement fou de cette histoire. On m'invitait, Ramsay et Jean-Jacques Pauvert, à cette place 27. Et moi, j'étais garçon qui est loup, beaucoup. Et je sais que cette place était finalement mythologique, légendaire. C'est tout, excusez-moi. Non,
c'est très très bien. Enfin, voilà le témoignage vivant qui ne fait qu'au contraire que donner de la chair à ce récit que je vous fais. Et ce qui évidemment s'est passé tout de suite après, c'est qu'il a été mis à l'index, carrément, puisque jusqu'en 2009, on ne va plus rien publier de Limonov. Je ne pense pas me tromper. Et ce que je reprends, alors on peut dire, bon, finalement, on ne peut pas lui pardonner d'avoir renoncé à la nationalité française, alors qu'au fond, on peut y voir au contraire un signe de rigueur, la marque d'une rigueur morale, puisqu'il ne voulait pas profiter d'un statut avantageux. Et ça a été vu comme au contraire une offense. Et en définitive, bon, tout s'est aggravé jusqu'en 2011, hein, je crois, où on a recommencé à publier. Alors, ce que je ne reprocherai pas, c'est aux critiques français d'avoir les opinions politiques qu'ils ont. Ça paraît vain, ça paraît totalement hors du débat. Mais de ne pas avoir compris que, à part certains éditeurs et certains critiques, que Édouard Limonov était révolutionnaire en littérature. C'est ça que je ne comprends pas, et je trouve cela... j'ai lu des tas de critiques de l'époque, c'est au-dessous de tout. C'est tellement offensant, tellement médiocre. Alors, je pense que ce que on peut dire aujourd'hui, c'est qu'après le temps a passé, Limonov est venu nous voir, c'est que non seulement il est révolutionnaire, parce que nous savons l'impact qu'il a eu, que son œuvre a eu et son rôle a eu dans la littérature russe, les jeunes écrivains qui lui doivent tant. Je pense à ce que disait Roman Sanchin à un moment donné. Il dit « Nous nous appelons tous Édouard Limonov ». Je crois que c'était après le procès de Saratov. Et des gens comme Chargounov qui sont toujours prêts à témoigner de cet impact au niveau de l'écriture abrasive, qui a ouvert des voies nouvelles en littérature en Russie. Et je crois que ceci n'a plus à être démontré. D'autres l'ont dit, et ce n'est pas, bon, on est bien mieux que moi, ce sont les intéressés eux-mêmes, toute cette génération d'écrivains. Mais là je vais revenir à Essai des mots, donc au roman qui vient d'être publié, c'était l'été dernier, c'est de voir que ce roman est pour moi un condensé de l'art, à la fois de l'art de la construction et de l'écriture, cette façon tellement naturelle, tellement inattendue, tellement qui paraît quelquefois un peu négligente, de fusionner à la fois les événements que l'on vit, puisqu'il s'agit de quelque chose d'extrême, puisque Édouard a eu un accident cérébral d'une grande gravité, et en même temps, en prenant une distance par rapport à lui-même, par rapport à la maladie qui est magnifique. Et je dois dire qu'en ce sens, c'est une dimension philosophique qui était déjà apparente, qui était dans d'autres œuvres, dans d'autres ouvrages, mais qui là apparaît dans toute sa grandeur. Et il y a quelque chose de stoïcien, si vous voulez, de christique quelquefois, et en même temps avec un peu d'humour, avec un peu de dérision toujours, sans jamais se prendre au sérieux. Et là, je critique à la fois les critiques aussi qui disent « mais il s'agit de la star system, il se met en valeur, etc. » Non, moi je l'ai pris, enfin je pense que si j'ai eu de la joie à le traduire, c'est parce qu'il est sincère, il est authentique, d'une authenticité dont on n'est plus capable. C'est ça qui est véritablement la grandeur du livre. Et cette manière de connecter les événements avec son passé d'homme politique et littéraire.
Alors, je ne vais pas peut-être en dire beaucoup plus. Ce que je voudrais dire encore, c'est qu'en tout cas, ce livre montre un Édouard Limonov en dépit de la maladie. Imaginez ce que ça a été, ces 2 années d'incertitude et tout. Il est tout sauf désabusé. Alors que certains critiques disent qu'il est désabusé. D'abord, il n'est pas désabusé, il est venu à Paris au moment où Paris est en ébullition un peu. Il est venu, et surtout parce qu'il est toujours le même, c'est-à-dire il dénonce un monde qui est sous-sédatif. Et en ce sens, son roman Et ces démons, c'est un clin d'œil au grand hospice occidental. Parce qu'en fait, il a retrouvé ce qui est la maladie, hein, c'est cet état avachi de la psychologie occidentale qu'on retrouve dans des conditions probablement équivalentes dans le Moscou de ces années 2020, quoi, en gros, 2018-2020. Donc, et au fond, si on l'a bien lu, je reviens à cette idée, il faut bien le lire, voilà, bien le lire, en refusant tous les poncifs que l'on peut lire ça et là, et on se sent connecté au monde, on est définitivement connecté au monde, et on se sent, moi je fais le même âge, donc je me permets de le dire, on se sent indestructible. Voilà, alors je vous conseille de le lire, parce que c'est vraiment, ça fait énormément de bien, et c'est un grand bonheur, et une grande force que vous trouverez dans ce livre. Merci Monique. Alors effectivement, oui, dans le roman, cette distanciation dont vous parlez, effectivement, elle est d'autant mieux rendue que Limonov emploie le il de César pour parler du président qu'on opère. Il y a effectivement la révolution, les procédés littéraires sont effectivement très intéressants parce que par des jeux de répétition, d'imprécision, on se retrouve un peu à la place de l'opéré. C'est ce que vous avez voulu faire, j'imagine. Et ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Je trouve que c'est très agréable d'être assis et les autres parlent de toi. Alors, maintenant, on va vous laisser parler. Bien, continuez, s'il vous plaît, toutes les soirées comme ça. Il faut dire quand même que j'arrivais à Paris par hasard. C'est pour interviewer, pour écrire sur les Gilets jaunes. On essayait d'être ici le 1er mai, mais les consulats français au Moscou n'étaient pas vraiment très ravis, à mon avis. Plus c'était débordement avant le 1er mai et on a reçu les visas seulement le 3e mai. Voilà. C'est parce que je travaille comme journaliste pour plusieurs agences d'Internet. C'est comme je gagne ma vie, finalement, tout ça. Et j'écris toujours les choses très amiables sur les Gilets jaunes parce que ça me réjouit les mouvements cette rébellion populaire. C'est la raison pourquoi j'y arrivais. Mais Dimitri Dekoshko, qui ne connaît pas les désirs de l'écrivain d'arriver incognito, il dit à tout le monde qu'il arrive. Il est journaliste aussi. Ouais, c'est pourquoi pourquoi vous êtes ici, c'est lui, lui est coupable. Voilà. Si ce concerne de moi comme écrivain, je suis auteur de 77 bouquins maintenant. Et parmi eux, je compte peut-être dizaines de romans et recueils des histoires. Mais généralement, j'écris essais. C'est mon genre littéraire préféré.
j'adore ce genre. Et je pense que le roman, c'est un genre déjà démodé et chaque conte peut écrire un roman un peu même comme versification à l'école, à l'école quand il faut versifier. Le roman, c'est un genre, c'est le genre qui préféré de l'éditeur. L'éditeur peut faire comment on dit, les paquets. Il fait les petits tombeaux et c'est toujours facile d'écrire et rien n'empêche de vendre dans un supermarché. Moi, je pense que l'époque des romans est passée complètement. Le plus intéressant dans chaque écrivain, c'est ses pensées, c'est ce qu'il ose de penser, n'est pas de l'histoire. L'histoire, on peut construire, on peut cuisiner de chaque histoire. Qu'est-ce que d'autre? Je ne sais pas, vous arrivez peut-être demander les questions. Что вы здесь случайно, что вы хотели писать о желтых жилетах, что это Я это сделал, очень мы интересно. прошли под жутким дождем, и, правда, без полицейского насилия, без violence policière, mais c'était intéressant. J'ai fait découvert plusieurs types français. En colère. И что роман, что вы считаете, что роман уже Роман это устарелый жанр? Устарелый жанр абсолютно никуда. Дерьмо роман. Но нравится издателю. Издателям нравится, потому что продавать очень хорошо, удобно. Такой кирпичик, тяп-ляп, и даешь. История там какая-нибудь очень глупая обычно. Приступи до истории, да, роман. Ну хорошо, тогда вопросы. Oui. Давайте, пожалуйста, задавайте вопросы. On peut en français, on peut en russe, comme vous voulez. Bon, nous passons aux questions de la salle. Donc vous pouvez poser les questions en russe, en français ou en anglais. En anglais, ça va. Елена Жоли, писательница, журналистка. Я познакомилась с Эдуардом Лимоновым в 1989 году на передаче Фредерика Миттерана. Он был со своей женой Натальей Медведевой. И после этого я пришла к нему домой и взяла интервью для Консаль Литерер. И тогда Эдуард Лимонов писал на стенах «Лимонов с СССР». И мне бы хотелось знать, вот чем сейчас, так много пройдено дорог с тех пор, чем сейчас он гордится. И что считает своей самой большой ошибкой. Чем он больше всего гордится, и что считает своей, может быть, ошибкой. Я особо ничем не горжусь. Ну как? Переведем на французский. Donc Alena, qui est journaliste et qui a interrogé Édouard Limonov dans les années 80 pour la quinzaine littéraire, demande, à l'époque c'était écrit Limonov SSSR, URSS, elle demande quel bilan il fait et quelle erreur estime-t-il avoir commis. Lui-même, il écrivait ça sur les murs et il était arrêté. Sur les murs? Oui, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Je vais vous montrer. L'appartement était décoré par les affiches soviétiques, c'est vrai. Parce que c'était exotique à l'époque. Même pour nous, pour les Russes, c'était exotique déjà. Les affiches des années 60, les gloires au Parti communiste, tout ça était formidable. Et pour choquer les journalistes, j'ai les portraits de Dzerzhinsky, Saba. On était jeunes, on a fait provocation, beaucoup de provocations. Ce n'était pas vraiment expression de ma foi ou de religion. J'ai dit honnêtement, ce n'est pas je ne refuse pas le passé soviétique, je l'adore, mais
pas écrire sur le mur, non. В общем, на стенах я не писал, Я но не писал. провокацией занимался. Провокацией занимался, да. Кира. Эдуард, я помню, как ты приехал в Париж в начале 80-х и заявил, что Париж – вялый город. Вот каким он видится тебе сейчас? Какой город? Париж. Вялый город. Мало ли что сказал. Paris est une ville fanée, maintenant comment le trouves-tu? Карл Маркс написал столько томов, и там можно найти совершенно различные вещи. Другое дело, во что я действительно верил, мне было необычайно интересно здесь жить. И когда я приехал в 80-м году, в мае, то уже в августе, по-моему, Либерасьон, приложение к Либерасьон было «Сэндвич». И когда они опубликовали куски из моего первого романа, я был, конечно, очень доволен, потому что, ну как, скандал для писателя – это здорово, везде это читали. Mais donc, quand je suis arrivé dans les années 80, de toute façon, bon, Paris avait été décrit, je connaissais, mais j'ai pas été déçu. Et puis quand, au bout de quelques mois, Libération a consacré des articles à mon premier roman. Андика роман, je suis pas d'accord, mais quand même, c'est pas important. Je suis d'accord. J'étais évidemment très content. Pas d'accord. J'étais évidemment très content. Avant, parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant presque 6 ans, mon soi-disant roman était refusé par 35 éditeurs américains. Et certainement, quand Jean-Jacques Pauvert choisit mon roman et décidait de le publier, j'étais tellement choqué de ce plaisir, quoi. Et je n'ai jamais pensé qui est Jean-Jacques Pauvert, mais on m'a expliqué qui est Jean-Jacques Pauvert, qui est le meilleur éditeur, qui est l'éditeur des batailles, des Sade, etc., d'anthologies de romans noirs, etc. Et j'ai pensé, oh voilà, je suis chanceux d'avoir l'éditeur qui est digne de moi. Voilà. Honnêtement dit, j'ai toujours pensé d'avoir les éditeurs riches juifs qui peuvent payer, donner le chèque comme tu veux. Et chaque écrivain, certainement, c'est son rêve d'avoir les riches éditeurs juifs qui peuvent les payer, qui peuvent les soutenir. Mais je n'ai pas réussi dans la vie d'avoir l'éditeur comme ça. Parfois, il était tellement formidable, mais pas pour longtemps. L'éditeur est dans la salle, en tout cas pour ce qui concerne les derniers livres. Donc le message est passé. Non, je n'ai pas dit ça pour l'éditeur. J'ai dit ça pour toutes les salles qui peut-être on pense que c'est une. Je suis pas. Je déteste les. Comment on dit ça? Je déteste les artificialités. Comme l'homme. Comme les gens disent, j'écris pour l'humanité, pour les gens de l'éduquer. Non, j'écris pour m'exprimer. C'est le seul langage que je connais. Je dis sur le monde les choses que je vois par mes yeux et c'est tout. C'est toutes les différences entre moi et entre les personnes qui n'écrivent pas. Il ne faut pas être très hautain pour l'humanité, il faut être un de l'humanité. Quand même, j'ai été un peu en prison, mais pendant ce séjour en prison, je prenais beaucoup de choses, beaucoup de, comment on dit, wisdom en anglais, wisdom, de sagesse, voilà.
d'être sage. La plupart des écrivains, c'est les gens avec grand méprise du monde. Je ne méprise pas le monde. J'ai vu les gens qui, par exemple, étaient condamnés à perpétuité. Pendant 6 mois, dans les prisons de Saratov, où j'ai été emprisonné, 11 personnes étaient condamnées aux perpétuité. Vous comprenez ça? C'est une chose épouvantable, à perpétuité. C'est-à-dire, seulement après 25 ans, on peut les droits appeler peut-être paroles, demander la libération, mais c'est les choses qu'on comprend mal, tout ça. Mais c'est l'humanité. On les aime ou on ne l'aime pas, mais c'est nos frères, nos sœurs. Ça c'est bien très, très intéressant. La prison était de bonne chose. Il faut passer tous les politiciens par la prison quelques-uns, ça donne beaucoup de sagesse. Oui. В 2 словах, значит, я жил 6 лет в Соединенных Штатах, там 35 издателей отказали меня опубликовать, издать. Когда я приехал во Францию, Жан-Жак Пувер, то есть один из самых лучших издателей французских, согласились, так что, конечно, это была и честь, и слава, и я был очень рад, конечно, этому. Еще... Вы меня упрощаете каким-то. Упрощаю, конечно. А потому что если все переводить, то тогда я вас сбил бы. И надо было бы переводить это самое каждое слово, а это будет уже скучно. Хорошо. А мы все революционеры и в форме, и в содержании. Хорошо. Так что давайте. Ну, если хотите дополнить, пожалуйста. Тюрьма как школа мудрости. Тюрьма как школа мудрости. Некоторым политикам было бы неплохо посидеть в тюрьме, да. Добрый вечер. Во-первых, огромный привет вам от моих родителей Олега и Тони Целковых, которые вас безумно любят, всегда помнят и вспоминают. Обязательно. Как вы отнеслись к невероятному успеху книги Каррера во Франции, которая была вам посвящена и которая называлась «Лимонов»? Все-таки один из самых утонченных, буржуазных наших писателей. Это я себя чувствовал как мертвый писатель, да, который... Вот я как раз хотела это услышать. Да, который взяли, выкопали из могилы, но при жизни, живой. Я считаю, что это большая удача. Он конечно, не написал книгу обо мне, он написал... Вот я как раз это хотела узнать. Да, там много всякой чепухи, но я ему обещал не критиковать его. То есть это мое собственное было, поскольку он сделал много хорошего на самом деле. У меня командир Resurrection, он откопал меня, да. Ressuscité, voilà, c'est ça. Oui, c'était une question sur le bouquin de Carrère. Oui, c'est une bonne chose d'être ressuscité quand tu es vivant encore. J'ai eu l'impression d'être un écrivain mort sur lequel on écrivait. Mais j'ai promis à Carrère de ne pas critiquer son livre. Il y a évidemment beaucoup de choses très relatives dedans. Mais bon. Que moi, certainement, il ne comprend pas et il exagère certains chemins de ma vie. C'était pas seul chemin. Mais quand même, merci Carrère. Et certains amis de moi ont me demandé, ont dit, mais moi je te connais bien et je peux écrire meilleur livre, mais on n'a pas écrit. Et Carrère osait d'écrire. Il est arrivé avec le projet pour journal quelconque, 21 siècle, voilà. Et il écrit l'article. Il m'a suivi partout avec
ma famille, mon garçon. À cette époque, j'étais déjà le père, avec ma femme actrice, etc. Et après, il m'a téléphoné, il dit, je viens d'écrire un livre sur toi. J'ai dit, ok, je ne crois pas qu'il écrirait le livre, mais j'ai dit, ok, tu fais le livre si tu veux. Mais en 2 ans, il m'a appelé, il dit, oui, j'ai déjà écrit le livre, je l'ai publié maintenant. Bon, c'était un succès énorme, oui. Même le Sarkozy dit à ses ministres de lire ce livre, il dit, vous comprendrez mieux les Russes si vous... Aujourd'hui, quand on dit votre nom en France, tout le monde le connaît. Ça va, j'étais en Italie l'année dernière et aussi, on a pensé aussi que je suis un personnage inventé par Carrère. J'ai dit, mais non, je ne suis pas inventé. Je voudrais juste préciser que Carrère n'a pas eu le prix Goncourt parce que son héros était trop insupportable. C'est Bernard Pivot qui dit vous avez mal choisi votre héros. Sinon, vous recevrez le prix Goncourt. Mais comme ça, quel prix il est reçu? Renaudot. Prenez Renaudot dans l'autre. Voilà. C'est moi, Renaudot. C'est débile. Vous pesez le Renaudot. Bernard Pivot était la personne qui me saluait au début. Quand j'arrivais ici, mes premiers livres, j'écris les articles. Après, j'ai écrit les Grand Hospice Occidental. Il me détestait. Je ne suis pas relatif de Bernard Pivot. Qui écrit Bernard Pivot? Quel livre il écrit? Non. C'est le Bernard Pivot, c'est tout. D'accord. Voilà l'homme d'études de chemin bon. Voilà. Oui, allez-y, et puis après, Pierre. Ce samedi, on ne pouvait pas sentir la joie et la peur de l'insurrection. Et c'était très fort en France, très fort à Paris, quelques jours. Vous savez, j'ai encore beaucoup d'amis ici en France. J'ai reçu beaucoup d'informations que les Russes, normalement, ne recevront pas. Et moi, j'écris chaque semaine, après samedi, dimanche matin, j'écris sur qu'est-ce qui se passe ici. Juste, est-ce que vous avez... Ben, on est quelques-uns... Mais c'est pas mon faute. J'ai essayé d'être ici le 1er mai. C'est le consulat qui est coupable. Juste, on est quelques-uns à penser que l'Europe, l'Union européenne, est morte sur les Champs-Élysées le 17 novembre 2018. Quel est votre avis? À mon avis, c'est une grande surprise, oui, aussi. Moi aussi, j'ai pensé, il faut avouer que je pensais aussi de la France comme le pays qui est fini peut-être, oui, au début. Mais maintenant, je ne pense pas comme ça. Je vois ces gens-là, et c'est l'avenir, ce n'est pas... C'est peut-être l'avenir terrible, mais quand même, c'est l'avenir du pays. Les samedis derniers, le 9, c'était pas vraiment en midi déjà, ce ne sera pas violent par exemple, parce que c'est toujours comme ça, la police, le pouvoir donne un signe à la police de se relaxer après les grandes explosions de violence, comme c'était le cas au 1er mai. Mais on n'a pas le choix, on est arrivé comme... Qu'en est-il de la poésie? Vous avez déclaré le roman mort laissé comme une voie. La poésie, je l'écris, mais à mon avis, c'est quand même
C'est pas contemporain. Je l'écris pour mon propre plaisir. Et c'est un caprice de moi. Je n'ai le poésie mal traduisible, malheureusement. Moi, j'aimerais la mettre en musique. Et qu'est-ce que vous pensez d'un opéra qui aurait M. Limonov pour sujet? Opéra, la guerre, n'importe quoi. Je salue toutes les initiatives. Merci. Juste un mot à propos je peux dire juste un mot à propos de la poésie, à propos de la poésie de Limonov. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne la trouve pas traduite en français, sauf sur certains sites. Alors, je conseille le site de Thierry Marignac, Antifiction. Il y a pas mal de poésie de Limonov et d'autres poètes russes contemporains qui sont traduites. Et il y a aussi une poésie qui est très très belle, que Limonov récite d'ailleurs sur une vidéo où il est interviewé par Zakhar Prilepine, et qui s'appelle L'Europe d'or, et on peut la trouver sur le site Tous sur Limonov, bon, que j'ai le plaisir de faire, voilà. Donc si vous allez sur le site Tous sur Limonov, vous pourrez trouver les poésies de Thierry Marignac. Je n'insiste pas sur la poésie parce que c'est vraiment difficile de traduire. Oui, c'est difficile. Mais Marignac les traduit très bien, en plus avec les rimes et tout, ce qui est très difficile, effectivement. Quoi. Эдуард, что вы думаете о планетарном герое нашего времени и что с ним сейчас случилось? А где он? Джулиан Ассанж. Ассанж? Да, вот есть ли такие еще герои где-то? Ну, все-таки на Западе есть герои. Я его считаю героем нашего времени, планетарным. Ну, я думаю, что он, да, много сделал, но его ошибкой было... Сейчас, если ты не на сцене, то il s'est isolé du monde, pratiquement lui-même. Il fait ça, isolé. Il était pendant 6 ans, peut-être plus, 6 ans, 7 ans, dans l'ambassade d'Équateur. Et pour ce moment-là, tu sais, il faut être sur la scène. Il faut faire les mouvements, dire les choses comme ça. On peut aller à la prison, c'est bien aussi, mais d'être... Ce sont erreurs tactiques, à mon avis, d'être à l'ambassade d'Équateur. Ce sont erreurs. Le monde décidait d'oublier. Nous ne sommes pas moi, certainement. Le monde n'est pas maintenant tellement les mêmes. Hitler est un mauvais exemple. Voilà. Même maintenant, c'est difficile à dire qui est un mauvais exemple. Qui? Il y a beaucoup de gens, de mauvais gens, de dictateurs, mais peut-être ils ne sont pas des dictateurs, même beaucoup de faux. Des choses. C'est la même chose avec héros, pas de système international. C'est le 19e siècle qui essayait de faire le système de Karl Marx, de n'importe qui, le système de droite, de gauche, mais le système, c'est l'invention germanique, à mon avis. Le monde, maintenant, ça bouge comme il veut. Chaque pays perd sa connaissance comme un désir. Regardez la Russie, qui était toujours réactionnaire, mais ça maintenant d'être le pays avant-garde. Réactionnaire, tout le monde maintenant réactionnaire. Regardez la Hongrie, les pays, anciens pays de hitlériens, les tous. Regardez l'Italie, regardez le Japon, regardez, ils sont
on déclare le réactionnalisme peut-être. Et le peuple veut du conservatisme. Il n'y a pas de héros, pas un seul héros, plusieurs peut-être. Regardez vos gilets jaunes finalement, à qui pas de noms déclarés. Il y a des noms, Éric Drouet, sa fille noire, j'oublie son nom. Cécilia Ludowski. Ludowski, oui, voilà. Oui. Et les autres, mais c'est pas encore les héros universels. Pas de Gilgamesh, en tout cas. Ну, в двух словах, значит, вопрос был о Жюльен Ассанж. Эдуард Вениаминович считает, что сегодня надо, чтобы писатель двигался, был бы в спектакле, может быть, даже иногда и попадал в тюрьму, но во всяком случае не запирался в посольство. Совсем, ну давайте, остальное, может, чтобы я не прощал. Я вам прощаю ваши неполадки. Спасибо. Ну, а то о современном обществе и какая роль народов, которые сегодня дает впечатление, что они жаждут консерватизма до известной степени, но которые не с консерватизмом. Ну, вы уже на русский перешли, хорошо, перешли на русский. Польша, Венгрия, посмотрите, Прибалтийские республики, везде, перед войной, везде ведь были там семифашистские режимы. Черные полковники Польши, посмотрите, Пилсудский, национал-социалист, посмотрите на все эти национал-социалистические режимы стран Балтики, посмотрите на, ну, Венгрию я упоминал, да, но Румыния очень консервативная страна, Италия по-своему бесится по-своему, но там тоже ноты консерватизма огромные, антимигрантские настроения, там все. То есть старый мир рушится к чертовой матери. Вот сегодня утром я говорил с Аленом Добино вот на эту же тему, что все просто месяцами измеряется уже. Все трещит по швам, и те идеи, которые были, они уже не годятся сегодня. J'ai parlé avec Alain de Benoît ce matin et justement on a parlé du fait que le vieux monde est en train de s'écrouler, que le temps aujourd'hui n'est pas par année mais par mois, et que effectivement les anciens pays fascistes ou sympathisants d'Hitler, les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie, même l'Italie, ont aujourd'hui des éléments de conservatisme assez étonnants. Approuvé. Merci. D'accord. Pierre. Pierre Lachant, Monsieur Limonov, pouvez-vous nous dire les raisons pour lesquelles vous souhaitiez rencontrer Monsieur Alain de Benoît? Parce que je pense qu'il est peut-être le plus sage l'homme de l'Europe. Je l'ai connu déjà une trentaine d'années. C'est mon avis. Il est très populaire partout, je ne sais pas comme en France, mais il est très très populaire. L'année dernière en Italie, dans chaque ville, on met, si je dis que je connais Alain de Benoît, on me dit, vous connaissez Alain de Benoît. Il parlait de lui comme un Dieu Père, Alain de Benoît. C'est pourquoi Et lui aussi, il regarde très ravi. Il était finalement toujours réprimé. Il le gardait à distance, mais maintenant, les choses qu'il écrit avant, on est déjà arrivé ces choses-là. Regardez, il est prophète, happy prophet.
Да, Happy Prophet. Счастливый пророк. Это Alain de Benoît. Lui. Кажется, все понятно, да? Ok, quoi d'autre? Je ne veux pas interviewer Macron, il ne veut pas que je lui interviewe. Здравствуйте, Эдуард. Вы уже был вопрос про поэзию, но я хотел бы задать еще один. Вы сказали, что ее сложно переводить, и поэтому она не пользуется популярностью, допустим, за границей. Но в контексте страны, на котором написана эта поэзия, есть такое чувство, что на данный момент она тоже теряет свою популярность. И как вы думаете, из-за чего это? Является ли музыка тем, что заменяет сейчас поэзию, потому что музыка становится все более доступной и доступной? Я не думаю, что у нас поэзия популярная, никак относятся к этому. Читают, по-моему, тираж где-то около 1000, у меня большие тиражи, я считаю, 1000, там 2000, но есть для людей, я все-таки уже на сцене-то много лет, и меня знают, имя, фамилия известна, но и то читают плохо. Это не современный язык. Ну, то есть поэзия не популярна, потому что она сейчас не современна? Да, наверное, так. И может ли она когда-то вернуться, по-вашему? Je ne pense pas de la chose inutile, c'est une pensée qui n'arrive pas. Je pense toujours dans le... Je suis très pratique. Vous connaissez cette expression de Gertrude Stein qui dit à Hemingway à propos de son premier roman, elle dit c'est pas accrochable. Oh, c'est le mot que vous cherchez, c'est pas accrochable. Si tu ne peux pas utiliser l'œuvre, c'est pas utilisable, pourquoi tu... Il faut que la poésie n'est pas accrochable maintenant. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Mais pas vendable, peut-être. Vendable, c'est le même qu'accrochable. Accrochable, elle parle de comme un tableau qu'on accroche des tableaux, oui, des tableaux. Sur un mur. C'est l'accroche rhétorique. Donc c'était sur la poésie, donc sur l'actualité de la poésie et la difficulté de la traduction dont nous avions déjà parlé et la place de la poésie aujourd'hui. Can vous donne micro? Marie Clarté demande si il va y avoir des gilets jaunes en Russie. Moi, j'ai vu un des livres. Oui. Parlez au micro. On ne vous attendait pas. Allô? Là, ça marche. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes va arriver en Russie? À mon connaissance, il y a des petites collectifs qui s'organisent. Mais à mon avis, c'est une imitation timide. Voilà. Kira, oui, on revient peut-être à votre question là, sur Paris, parce que Kira a écrit un livre magnifique sur Paris. À Paris, je n'ai... Так вот, я хочу спросить у вас по поводу другого массового такого шествия и так далее. Бессмертный полк, это что, новая идеология? Наша власть успешно украла это, как я забыл, кто это изобрел. И это способ дешево и сердито удовлетворить массы. Одновременно люди несут портреты своих родственников, у всех кто-то воевал. И это затыкает рты прекрасно, на мой взгляд. Одновременно это честная
раздутая властью, но честное представление о войне. У всех кто-то погиб. У нас нет политики в России, поэтому у нас вот вместо политики вот такие трюки.